l'Organisation des travailleurs et étudiants sénégalais de France, l'OTCF, a organisé cette conférence qui amorce le démarrage officiel de nos activités citoyennes pour participer au débat démocratique de notre pays et le Sénégal. Pour cela, l'OTCF remercie avec la manière la plus belle Maître Tine, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette manifestation. Et nous voulons que ce remerciement à l'endroit de Maître Tine soit traduit par une motion de félicitations. Donc nous demandons à toute l'assistance de bien vouloir se lever pour accorder cette faveur à Maître Tine, qui a tout fait pour la réussite de cette manifestation. Donc nous vous informons que Maître Tine est avocat à la Cour et spécialiste du droit pénal international. Nous remercions aussi Maître Samba Thiam, avocat à la Cour et professeur agrégé de droit, qui nous est venu de Dakar. Et malgré son calendrier très chargé, il a tenu à honorer de sa présence. Nous remercions le professeur Henri Pemo, qui va participer aussi à cette conférence internationale. Nous remercions également nos frères congolais et gambiens, notamment le frère Bayo Sidia, qui est aussi présent dans cette salle. L'Association des étudiants et travailleurs sénégalais de France remercie toutes les associations sénégalaises présentes en France pour leur forte mobilisation. Nous remercions également tous les chefs religieux qui sont présents dans cette salle, les représentants des partis politiques, notamment le Front, pour le Front patriotique pour la défense de la République, dont le coordonnateur national, M. Mamadou Diop de Croix, sera présent. Nous remercions également le chef de cabinet, le ministre Pape Samba Mboup, qui a quitté Dakar pour participer à cette rencontre. Nous remercions la Fédération du Parti démocratique sénégalais de France, représentée ici par son coordonnateur, M. Maïssa Touré. L'Organisation des travailleurs et étudiants sénégalais de France remercie également le mouvement Askaou, dirigé par le frère Atam Ndiaye. Nos remerciements vont à l'endroit du MISAC, le mouvement international de soutien à l'action de Karim Wade, dirigé par la sœur Ngone Gomis. Nous remercions le SICAO, dirigé par notre maman Sira Niamé Touré. Nous remercions le club Mali, dirigé par notre frère Racine Gueye. L'OTCF remercie également tous les membres de l'association, pour leur mobilisation. On ne saurait oublier la brave sœur Aïcha Gueye, qui nous est venue de Genève pour participer à la réussite de cette manifestation. Sans plus tarder, vu que nous sommes un peu coincés par le temps, je vais introduire M. Samba Thiam, qui sera le modérateur durant cette conférence. M. Thiam, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, en vos qualités, titres et rangs, je tenais à vous saluer. Permettez-moi d'adresser ma respectueuse considération aux autres personnalités qui nous entourent. Je tenais également à remercier les organisateurs de cette conférence. Ibrahima, je suis très sensible
à l'appel de mes compatriotes, aux étudiants depuis l'université. Je suis là parce que mon ami me l'a demandé. Je reviendrai pour ce qui le concerne. Je souhaiterais vous présenter un avant-propos, poser le problème et rendre la parole à César. Regardez comme quelque chose d'onéreux, non ce qu'il vous en coûte, mais ce qu'il vous en coûtera pour ne pas vous être défendu. C'est le propos de Desmontaigne. Il n'y a pas de combat qui vaille que celui des droits de l'homme. C'est le propos de notre regretté confrère Mambassine Niang. Des droits de l'homme, de tout homme. C'est le mot de notre regretté, le premier président Kéba Mbaye. Que dire de la logique judiciaire, de l'art de juger? Pourquoi on parle de procès équitable, d'égalité des armes, de recours effectif, si ce n'est pour préserver l'image de la justice? Et on attend de cette justice la paix. C'est la source de la paix, c'est la justice qui est garante de la croissance économique. Je voulais partager avec vous une anecdote humoristique racontée par Mitoy Mubiala. Cette dame, elle passait à côté du palais de justice et elle s'adressait à une personnalité. Elle lui dit: où est le palais de justice? Et l'autre de lui répondre: le palais est là, la justice, je ne sais pas où elle se trouve. Dès lors, qu'est-ce que la justice? Je vous propose un extrait du discours de Mirabeau sur l'organisation judiciaire. La justice est un besoin de tous et de chaque instant. Comme elle doit commander le respect, elle doit inspirer la confiance. Il n'y a de pouvoir qui agisse plus directement, plus habituellement sur les citoyens que le pouvoir judiciaire. Les dépositaires de ce pouvoir sont ceux sur le choix desquels la nation a le plus grand intérêt à veiller. Pour leur sentence, les juges ont la mission de rétablir l'ordre. Une justice faite à un seul est une menace faite à tous. Or, pour mener un combat d'effectivité des droits de l'homme, il faut une politique de promotion, une culture, une éducation aux droits de l'homme, certes, mais encore et surtout des instruments et mécanismes de protection des droits de l'homme. Dans le cadre de la protection internationale des droits de l'homme, par exemple, nous pouvons citer l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, exilé. Le groupe de travail sur la détention arbitraire, ce groupe composé de 5 experts, ce groupe de travail qui a été créé en 1991 et qui a donné mandat et qui a reçu mandat de dire si une détention est arbitraire ou non, peut-il constituer un mécanisme efficace de protection internationale des droits de l'homme? Est-il une simple expression politique du Conseil des droits de l'homme ou une manifestation concrète et juridique de l'Assemblée générale des Nations unies? Ainsi, poser véritablement le problème: quelle est la place du groupe de travail sur la détention arbitraire? Les avis du groupe de travail ont-ils une force juridique obligatoire? Font-ils partie des sources internationales
font-ils partie des sources du droit international des droits de l'homme? Si l'on considère que la Cour européenne des droits de l'homme récemment a déclaré un recours irrecevable parce que le groupe de travail avait été déjà saisi et émis un avis. Je rappelle que le groupe de travail se base sur les sources fondamentales, plus précisément sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur les pactes, et je veux parler du pacte relatif aux droits civils et politiques. Est-ce qu'on doit, en se basant surtout sur le fait que le Comité des droits de l'homme et le groupe de travail sont mis ensemble pour poser la règle non bis in idem, est-ce qu'on devrait en déduire que l'autorité de la chose jugée, que l'on devrait attribuer au groupe de travail? Je vous l'avais dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous nous sommes connus à la faculté de droit. Je vais me vanter un tout petit peu à ses côtés, puisque j'ai été reçu au concours de la plaidoirie. J'étais étudiant et il était mon jeune frère. Nous nous sommes suivis. Et d'ailleurs, il est venu premier dans le cadre de ce concours. C'est à cette époque que j'ai eu la chance de découvrir la Gorée et de bénéficier d'un abonnement. À l'époque, nous étions des étudiants et par la suite, chemin faisant, nous nous sommes retrouvés à l'Institut des droits de l'homme et de la paix et il y intervient pour enseigner le droit pénal international. Il est docteur, pourquoi docteur? Parce qu'il a soutenu une très très belle thèse et une grande thèse sur la politique juridique de l'ONU. Il a obtenu son CAPA, certificat d'aptitude à la profession d'avocat, à l'école du barreau de Paris. Il est donc avocat au barreau de Paris, fondateur d'un cabinet d'avocats sur l'avenue Fredland dans le 8e arrondissement. Mais je voulais vous parler un tout petit peu de sa dimension scientifique avant de revenir sur son expérience dans le domaine des droits humains. Puisque je parlais des dimensions scientifiques, il est co-auteur de 2 ouvrages. Terrorisme d'abord, Terrorisme et droit international, publié par l'Académie de la Haye en 2007. Justement, en 2007, il a été un expert indépendant pour la France en Asie du Sud-Ouest dans le cadre de la résolution 1540. Autre ouvrage collectif, ouvrage auquel il a participé largement, c'est Commentaires du statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale, publié en septembre 2012, est marqué par le prix de l'Académie des sciences morales et des sciences morales et politiques à Paris. Je voudrais terminer par son expérience dans le domaine des droits humains. Ce jeune, mais grand spécialiste du droit international des droits de l'homme, certifié par l'Académie de la Haye, attesté par le Haut Commissariat des Nations Unies, reconnu par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, je voulais vous parler de Maître Abdoulaye Tine. Et à qui j'ai l'honneur de donner la parole, tout en attirant votre attention qu'à gauche, à côté de lui, il y a mon collègue, professeur, et disons aussi son Excellence, candidat à la présidence au Congo, que je salue au passage. Merci, chers confrères et collègues. Permettez-moi d'abord d'adresser mes vifs remerciements à la salle qui nous a fait l'amitié d'être là cet après-midi, malgré le fait que c'est un samedi, un jour de congé. Mais vous l'aurez senti dans le propos de mon excellent confrère Samba Thiam, on parle de la justice, on parle des droits de l'homme. Les droits qui sont applicables à tout homme, en toutes circonstances et en tout lieu, quoi qu'on ait dit et quoi qu'on ait fait. Il l'a rappelé, une injustice faite à un homme est une menace adressée à tout le monde. Il est donc de la responsabilité de tous et de chacun de se mobiliser et de faire de sorte que ce qui est juste soit fort
Comme disait Blaise Pascal, la justice sans la force, elle est impuissante. Mais la force sans la justice, elle n'est que tyrannie. Donc il est de l'obligation, du devoir de chaque citoyen dans la cité d'œuvrer, de faire de sorte que ce qui est juste soit fort et ce qui est fort soit juste. Ceci étant bien sûr, c'est tout le sens de l'évolution qu'on a notée au niveau du droit international des droits de l'homme. Il a rappelé tout à l'heure, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire est une création onusienne, mais une création qui émane d'un organe. L'organe, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour rappel, les Nations Unies ont les organes principaux. Ces organes, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a une compétence exclusive pour tout ce qui concerne la paix et la sécurité internationale. Mais à côté, bien sûr, il y a un autre organe qui s'appelle l'Assemblée générale des Nations Unies, où tous les États siègent de manière plénière et chaque État a une voix. Et cet organe, bien sûr, a une compétence large dans tous les domaines de la vie. C'est cet organe qui a institué d'abord la Commission des droits de l'homme, et la Commission des droits de l'homme a donné mandat pour créer effectivement le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Pourquoi avoir créé un groupe de travail sur la détention arbitraire? Je pense effectivement que les Nations Unies sont parties d'un constat. C'est vrai, si dans la période d'après-guerre, nous avons noté une évolution progressive, une montée en puissance du droit international des droits de l'homme, avec l'irruption de l'individu sur la scène internationale qui, auparavant, ne pouvait avoir de droit de contact avec une organisation internationale que par le truchement de son État dont il a la nationalité, désormais avec des procédures semblables à la procédure qu'on a au niveau du groupe de travail, là où vous vous situez, lorsque vous estimez dans votre propre État que les droits internationaux des droits de l'homme n'est pas respecté, vous avez la possibilité, sans même en informer votre propre État, de saisir directement, bien sûr, le groupe de travail, sans intermédiaire. Je vous rappelle que pour saisir le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, on n'a pas besoin du ministère d'avocats et que le mode de saisine était un mode de saisine très démocratique, ouvert. L'individu qui estime effectivement qu'il est arbitrairement détenu peut directement, bien sûr, s'en ouvrir au groupe de travail. Il peut aussi demander à ses proches de le faire, mais même des individus ou des ONG peuvent alerter. Encore mieux, l'autre avancée qu'on a au niveau des institutions, bien sûr, c'est que l'institution de son propre chef peut le faire. Donc c'est une avancée. Ça repose sur une philosophie qui constitue en soi une évolution remarquable au niveau de la société internationale. On se rappelle de l'Habeas Corpus en 1679 en Angleterre, avant même la démocratie en France. Ça a été quelque chose de précurseur, c'est-à-dire le fait d'imposer à la royauté que vous êtes un corps, nul ne peut s'en approprier sans le contrôle d'un juge. Et quand on parle du contrôle d'un juge, c'est qu'il doit contrôler la légalité de cette détention ou de cette arrestation qui doit être fondée sur des motifs valablement reconnus. Donc, le mécanisme en tant que tel fait que, pour la première fois, on assiste à l'émergence dans la société internationale d'un habeas corpus international. C'est-à-dire lorsque dans votre propre État, les juridictions n'ont plus la crédibilité ou n'ont pas l'impartialité de faire le travail d'une vraie justice, donc vous pouvez effectivement court-circuiter votre État et demander effectivement qu'on juge ailleurs la conformité. Donc c'est une vraie avancée. Cette avancée en soi est donc palpable au niveau du mandat du groupe de travail, parce que le groupe de travail, comme toute activité humaine, a des méthodes de travail donc, qui se déroulent selon des règles de procédure préétablies, qui fixent la finalité et les conditions d'usage. Pourquoi ce long détour sur le groupe de travail?
c'est pour vous amener à saisir le contexte général. Dans le cadre de l'évolution des droits de l'homme, qui a amené les Nations Unies, bien sûr, à créer un groupe qui est amené, en tout cas, à s'occuper partout dans le monde des questions des détentions arbitraires, avec une caractéristique essentielle. La caractéristique essentielle, c'est qu'elle n'a pas de limite au niveau de la compétence personnelle. Ça veut dire que le groupe de travail des Nations Unies peut être saisi par tout homme, là où il se trouve, sans limitation territoriale. Ça, c'est le premier point. Deuxième caractéristique essentielle, c'est que c'est la seule procédure au niveau des Nations Unies qui apparaît comme étant un mécanisme quasi-juridictionnel. Quand je parle d'un mécanisme quasi-juridictionnel, parce que nous sommes au niveau des Nations Unies, c'est quelque chose qui est à la fois à la lisière de la diplomatie. C'est pour ça qu'il y a l'appellation avis, mais on y reviendra. Derrière l'appellation avis, c'est des vraies décisions. Nous viendrons sur la démonstration juridique de la force des avis, mais aussi qui allie la souplesse diplomatique avec la rigueur judiciaire. Ça veut dire que c'est une institution qui fonctionne selon des règles de procédure, c'est-à-dire contradictoires. Lorsqu'on reçoit une plainte, on l'adresse à l'État contre qui la plainte est dirigée pour lui demander ses observations. Et lorsqu'on lui demande effectivement, lui adresse cette communication, rien de plus normal, comme si on est en matière de privation de liberté, et chaque minute qui passe compte, bien sûr, que ce soit encadré par des délais préfixes. Quand je parlais de la souplesse diplomatique et de la rigueur juridictionnelle, c'est que ces délais, ils sont impératifs, et effectivement, lorsqu'on ne les respecte pas, bien sûr, il va de soi qu'on s'en expose, bien sûr, à un rejet catégorique des communications tardives. Tout cela pour vous dire que nous avons un mécanisme, mon confrère l'a appelé tout à l'heure, c'est des experts. C'est des experts qui sont choisis pour leurs compétences dans le domaine des droits humains. Deuxièmement, au niveau de la procédure, le groupe de travail des Nations Unies fonctionne de manière contradictoire. C'est-à-dire, c'est comme si on vous faisait un procès devant une juridiction nationale. C'est-à-dire, il n'y a rien qui va se faire sous votre dos ou sous le manteau. Si on reçoit des dénonciations, on va vous dire, écoutez, j'ai tel individu qui se plaint de tel comportement. Pouvez-vous me donner vos observations? Si vous faites vos observations dans les délais, bien sûr, ces observations sont prises en compte dans l'avis du groupe de travail. Et à partir de là, le groupe de travail, il y a un autre objet qui est sa raison d'être, c'est que le groupe de travail a pour mandat de juger la conformité du comportement des organes internes de l'État par rapport à ses engagements internationaux. Parce que l'une des avancées au niveau de la société internationale avec la montée en puissance des droits de l'homme, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à une ère où le droit international est quasiment à l'ère des droits de l'homme. Ça veut dire que l'interdiction de la détention arbitraire en soi est devenue, comme l'a rappelé la Cour internationale de justice de La Haye, une norme impérative du droit international. C'est-à-dire une norme d'ordre public qui s'impose à tout État en dehors de tout cadre conventionnel. À supposer que vous n'avez été partie à aucun traité en ce sens, on considère que la société internationale ne peut plus s'accommoder de telles pratiques. Et l'objet et la raison d'être du groupe de travail, c'est que partout où des allégations de cette nature vont surgir, il a la possibilité d'enquêter. Ce qui veut dire que son mandat onusien lui donne des pouvoirs d'enquête, des pouvoirs d'enquête sur pièces. Il peut demander à l'État de lui fournir des pièces
aussi, qu'il met très souvent en œuvre, c'est d'aller sur le territoire de l'État si c'est nécessaire pour effectivement essayer de mener ses propres investigations. Donc, c'est un organe qui a un mandat très large. Et dans la doctrine, la plupart des internationalistes, ils s'accordent à considérer que ça relève du miracle juridique d'ailleurs, cette innovation au niveau du droit international, des droits de l'homme. Parce que la matière pénale en tant que telle est une matière que les États veulent garder jalousement. Parce que c'est un enjeu de souveraineté, mais c'est un enjeu de pouvoir chez eux. Et comme disait Prosper Veil, le droit, comme la guerre, n'est très souvent que la continuation de la politique par d'autres moyens. Et c'est pour, effectivement, éviter que le pouvoir puisse instrumentaliser ce droit à des fins autres que le groupe de travail a pour autorité de juger chaque fois qu'il y aura une détention dans le monde, sa conformité par rapport aux garanties souscrites au niveau des pactes sur les droits civils et politiques, au niveau du droit international régional, mais aussi au niveau des normes coutumières, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui s'appliquent en dehors de tout cadre conventionnel. Tout ça pour vous dire que le groupe de travail des Nations Unies ne crée pas le droit international. Quand le groupe de travail donne un avis, c'est le seul organe des Nations Unies qui est ni politique, ni diplomatique, ni judiciaire, ni diplomatique, mais qui a une obligation de motiver en droit ses avis. Quand vous prenez un avis du groupe de travail, chaque fois, avant de faire les recommandations, il doit dire en quoi le comportement incriminé est non conforme aux règles de droit international. Et ces règles, bien sûr, tout le monde le sait, on n'a pas besoin d'être juriste pour le savoir, que ces règles ont une primauté sur le droit national. On n'est plus maître chez soi, comme dirait Jean. C'est-à-dire, vous êtes maître dans la limite des engagements souscrits. Et c'est important de le rappeler. Tout cela, pour camper le décor à la suite de mon collègue et confrère Samba Thiam, mais pour vous dire aussi que nous pouvons essayer de nous livrer à un exercice d'explication de texte. C'est-à-dire, toute cette philosophie, tous ces principes qu'on a énoncés, on peut essayer de voir comment ils ont trouvé application dans l'affaire qui nous réunit aujourd'hui et qui est l'intitulé de la conférence. C'est la question soulevée par l'avis du groupe de travail des Nations Unies rendu dans l'affaire Karim Wade et s'interroger après toute cette polémique, bien sûr, quelle est la vraie portée de cet avis, parce que il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de controverses, mais comme le disait Samba Thiam tout à l'heure, en racontant l'anecdote, ça sous-entend que la justice est rendue au nom du peuple. La justice est censée être rendue au nom du peuple sénégalais. Donc, le peuple a le droit à une information juste, vraie. C'est pour ça que nous avons estimé, sans être avocat de Karim Wade ou de l'État, qu'il est du devoir de l'universitaire, de l'intellectuel tout simplement, d'essayer de restituer le vrai sens et la portée des mots. Cette précision faite en allant à l'essentiel, si on reprend cet avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire qui a été adopté le 20 avril 2015, on s'en rend compte qu'une communication a été adressée au gouvernement du Sénégal le 25 juin 2014 concernant M. Karim Wade. Dès le début, vous voyez, les Nations Unies précisent
que le gouvernement n'a pas répondu dans les délais impartis par la communication. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que c'est un mécanisme qui conjugue, qui aligne à la fois les souplesses diplomatiques, les surlocutions et les règles de bienséance diplomatique, mais comme on est en matière de droits de l'homme, la rigueur textuelle du juriste, la rigueur juridictionnelle. Donc il constate de prime abord que l'État du Sénégal n'a pas répondu dans les délais. Les délais, quand un individu saisit le groupe de travail, je vous l'ai dit de prime abord, il n'y a rien qui se passe dans l'ombre. Tout est transparent, c'est comme devant une juridiction. Il y a quelqu'un qui vous fait un procès, on a reçu une plainte, on vous l'envoie en vous disant que on vous accuse de cela. J'attends vos observations. Et comme on ne va pas vous laisser toute la vie pour répondre, c'est le seul mécanisme onusien d'ailleurs où on impose aux États, vous ne le verrez nulle part ailleurs, de répondre dans un délai déterminé. On vous donne 2 mois. Mais on sait effectivement que 2 mois, dans certaines circonstances, peut s'avérer donc peut-être insuffisant. On donne la possibilité à l'État de demander, s'il n'a pas pu répondre dans les délais, mais avant l'expiration du délai de 2 mois, de demander un délai supplémentaire, qui sont systématiquement d'ailleurs accordés. Donc, le groupe de travail peut vous accorder jusqu'à 3 mois supplémentaires. Ce qui veut dire que lorsque le groupe de travail reçoit une plainte, transmet, l'État a 2 mois pour répondre. Après les 2 mois, il y a la possibilité théorique d'avoir un délai supplémentaire. Mais, dans la vie, vous voyez que le groupe constate qu'à l'expiration, l'État du Sénégal n'avait pas répondu. Et plus loin dans la vie du groupe de travail, on a la précision. Le groupe de travail apporte une précision importante en disant que le groupe a communiqué au gouvernement du Sénégal le 25 juin 2014 l'ensemble des informations reçues par la source et que le gouvernement disposait de 60 jours pour répondre et que ce délai expirait le 24 août 2014, soit un dimanche. Logiquement, la réponse du gouvernement aurait dû dès lors être remise le 25 août 2014, parce que en droit aussi bien interne qu'international, si vous avez un délai qui expire un jour férié ou un dimanche, il est prorogé au premier jour ouvré. Ce qui veut dire que comme le délai expirait le 24 août 2014, le Sénégal, donc, devait au plus tard déposer le 25. Or, cette réponse n'a pas été soumise au secrétariat du groupe le 25. Cependant, ils l'ont présenté le 26 août 2014. Et le groupe précise dans l'avis, sans que le gouvernement n'ait sollicité des délais supplémentaires, ni apporté des explications en conséquence. Donc la réponse du gouvernement du Sénégal ne saurait être admise au dossier et prise en compte dans l'appréciation du groupe de travail. C'est clair. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en matière de protection des libertés. On ne peut pas se permettre, lorsqu'on vous prive de liberté, pour l'efficacité du mécanisme, laisser le soin aux États de faire du dilatoire. Nous qui sommes avocats, on est toujours dans l'urgence parce que, quelle que soit votre charge de travail et votre emploi du temps, vous êtes obligé des fois de prioriser parce qu'une personne privée de liberté, chaque minute compte. C'est pour ça que je vous parlais de la philosophie. De l'habeas corpus, vous êtes un corps, nul ne peut s'en approprier sans le contrôle d'un juge. Cette éthique anime le groupe de travail. On est dans une logique de protection contre l'arbitraire, partout où ça peut surgir. Alors, le groupe, fort de cette considération, dans cette affaire,
est allé à l'essentiel. Le groupe ne s'est pas contenté de dire simplement que le Sénégal n'a pas répondu dans les délais et je rends un avis. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire est le seul mécanisme onusien qui a obligation de motiver en droit ses avis. Donc le fait que l'État du Sénégal n'ait pas répondu dans les délais ne dispense pas le groupe de travail de faire correctement son travail, c'est-à-dire de le motiver en droit. Ce à quoi il s'est évertué de faire dans cet avis. Lorsque l'on prend la discussion, mon confrère Sambatiam vous a parlé tout à l'heure de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui interdit toute arrestation ou détention arbitraire en stipulant que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Cette interdiction constitue une règle fondamentale du droit international coutumier, je vous l'ai dit tout à l'heure, et elle est reconnue comme une norme impérative du droit international, c'est-à-dire insusceptible de dérogation. C'est-à-dire un État A avec un État B qui font un traité pour dire, écoutez, on est d'accord mutuellement de ne plus, donc, d'accepter qu'on arrête arbitrairement nos citoyens. Cette convention est nulle et de nul effet. Donc, c'est une norme impérative du droit international. Donc, le groupe de travail, dans sa motivation, cite cet article qui est hérité de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789, reprise par la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle plutôt de 1948, adoptée au niveau des Nations Unies, mais qui a été repris au niveau régional, parce que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en son article 6, pose aussi la même interdiction. De plus, le principe pour la protection des personnes soumises aux toutes formes de détention, c'est des principes que les Nations Unies ont adoptés en interne pour poser des principes directeurs pour le bon comportement des États. Parce qu'on est conscient d'une chose, que la fonction de juger est normalement une prérogative éminemment divine. C'est quelque chose qui, normalement, revient à Dieu, pour les croyants. Alors, lorsque l'homme s'arroge le droit de juger ses semblables, il doit essayer de le faire avec le plus de justesse possible. C'est pour ça que les Nations Unies, en leur sein, ont essayé d'adopter des principes directeurs pour partager les meilleures pratiques, pour promouvoir des modèles. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'article 9, que dans la motivation de la vie, l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que donc dans la vie que le groupe de travail reprend, je vous ai parlé du droit international régional, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée aussi en Afrique, mais également des principes directeurs. C'est sur cette base que le groupe de travail a constaté que des éléments crédibles et concordants, parce que le groupe de travail, comme je vous l'ai dit, contrairement à ce que laissent entendre certaines personnes, il rappelle dans son avis, n'est pas un juge de troisième ou de deuxième degré. Le groupe de travail n'est pas entré dans le dossier. Ce n'est pas de son ressort. Rien ne l'autorise à se substituer aux États. Par contre, le groupe de travail est le meilleur juge au monde pour pouvoir juger la régularité formelle de la procédure. Elle le précise dans son avis. L'ONU est garant et juge du respect des pactes et des instruments internationaux adoptés en son sein et dont le secrétaire général est le garant. C'est sur cette base que le groupe de travail s'est déterminé à dire que la privation de liberté de M. Karim Wade
revêt un caractère arbitraire relevant de la catégorie 1 et plus tard 3. Des précisions s'imposent au niveau de la détention arbitraire. Lorsque l'on parle de détention arbitraire, déjà, si on prend le soin d'examiner les travaux préparatoires des résolutions qui ont créé donc le groupe de travail, c'est-à-dire la position des États, les discussions, les réserves, les nuances et autres, on s'en rend compte que beaucoup d'États déjà avaient repoussé la notion de détention arbitraire. Ils ont dit, mais si vous l'appelez groupe sur la détention arbitraire, ça veut dire que chaque fois qu'ils vont venir ou qu'ils vont parler de moi, il y a une présomption de détention arbitraire. Donc ça a amené le groupe de travail à préciser ce qu'on entend par détention arbitraire. Quand on dit que, ou quand le groupe de travail, pour être plus précis, dit que M. Karim Wade est arbitrairement détenu, ça ne veut pas dire que M. Karim Wade n'a pas été traduit devant une juridiction, devant des magistrats. Mais les garanties à un procès équitable, les principes essentiels pour une juridiction, pour une procédure pénale digne de ce nom, ont été tellement mis à mal que du coup ça prive tout caractère régulier à la procédure. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la détention arbitraire. Et c'est par catégorie. Des fois, le groupe peut qualifier une détention arbitraire lorsque le groupe estime qu'elle ne repose sur aucune base légale. Donc, c'est des catégories dans lesquelles il s'est fondé. Dans l'avis du groupe de travail, vous verrez à plusieurs reprises l'appellation source. La source, c'est la personne ou les représentants qui ont saisi le groupe de travail pour porter à sa connaissance ces violations. Ça veut dire que même si l'État du Sénégal n'a pas répondu, en tout cas dans les délais, et que sa réponse n'a pas été admise, n'empêche que le groupe de travail est une institution qui veut travailler pour la justice, donc a l'obligation de motiver en droit. Donc, il s'est livré sur la base des éléments qui étaient là, mais de ses propres enquêtes, parce que le groupe de travail ne s'est pas limité, il ne se limite jamais à la version d'un individu ou de ses avocats. Le groupe de travail a des possibilités d'investigation. Il travaille en étroite collaboration avec un réseau d'ONG pour vérifier, et comme je vous ai dit, le groupe de travail peut avoir d'autres sources d'informations complémentaires. La source qui a saisi le groupe de travail, le groupe est obligé de citer la source dans son avis. Mais les autres sources, pour assurer la protection, on leur garantit l'anonymat. Que ce soit des ONG, pour ne pas avoir des mesures de rétorsion, des particuliers, des militants, des simples professeurs de droit, ainsi de suite, qui vont donner une analyse du droit local pour voir effectivement est-ce qu'il y a arbitraire, ainsi de suite. Tout cela pour vous dire effectivement que le groupe a étudié toute la panoplie des garanties qui doivent préluder à un procès juste et équitable. Et lorsque il y a des éléments qui font défaut, la conclusion, c'est que la détention doit être qualifiée d'arbitraire. Et c'est la qualification à laquelle le groupe de travail est arrivé dans cette affaire. La thématique de la conférence, nous l'avons intitulée « Quelles sont les incidences juridiques ?» Maintenant que le groupe de travail a qualifié la détention d'arbitraire, quelle est la suite?
si on se met dans une logique d'efficacité, bon, où on raisonne en tant que des avocats, parce que je pense que dans cette profession, on est toujours animé par la culture du résultat, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut donner. Donc, on peut, se fondant sur notre expérience, essayer de voir effectivement quelle est l'autorité, la valeur juridique de cet avis, et en droit, quelles sont les conséquences en termes d'obligations légales vis-à-vis de l'État contre qui l'avis est rendu, et quelles sanctions encourt cet État en cas d'irrespect. Mais avant de revenir sur ces différents points, j'aurais souhaité partager avec vous quand même les points 40 de l'avis. Peut-être que, j'imagine, la plupart l'ont déjà lu. Il est rappelé dans l'avis qu'à la lumière de ce qui précède, le groupe de travail est d'avis que la privation de liberté de M. Karim Wade est arbitraire en ce qu'elle est contraire aux articles 9, 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'aux articles 9 et 14 du Pacte sur les droits civils et politiques, et relève des catégories 1 et 3 des critères applicables à l'examen des affaires soumises au groupe de travail. Le point 48, le groupe de travail en tire la conséquence, c'est-à-dire que le groupe demande au gouvernement de la République du Sénégal de prendre les mesures nécessaires pour remédier au préjudice subi en prévoyant la réparation intégrale conformément à l'article 9, paragraphe 5 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Et le groupe de travail ne s'est pas arrêté ici dans l'affaire Karim Wade. Parce que le groupe de travail, c'est une institution onusienne. Je vous ai dit que le but des Nations Unies, c'est de promouvoir la justice et l'équité, les droits de l'homme à travers le monde. C'est aussi, elle a une fonction pédagogique. À travers chaque affaire, elle essaye de lancer un appel aux États pour qu'ils se ressaisissent, qu'ils corrigent leur comportement. Et là, c'est le dernier mot du groupe de travail. Lorsqu'il s'exprime en ces termes, le groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l'homme a demandé à tous les États de coopérer avec le groupe de travail. Obligation de coopérer. De tenir compte des avis. De les respecter et de prendre des mesures appropriées pour remédier à la situation des personnes privées de leur liberté, ainsi que d'informer le groupe de travail des mesures qu'ils auront prises. Et le dernier mot, c'est en conséquence, et s'adresse à nouveau au Sénégal, le groupe de travail requiert la coopération pleine et entière de la République du Sénégal dans la mise en œuvre de cet avis pour effectivement remédier, c'est important, effectivement, ça veut dire que ce soit effectif, remédier à une violation du droit international. Donc, on demande à l'État de remédier à une violation du droit international. Donc, de ces trois points découlent deux constatations. Première constatation, si tant est que le mot puisse avoir un sens et une signification, lorsque on demande, après avoir constaté que la détention est arbitraire, et qu'on vous demande de remédier à la situation, remédier, ça veut dire que traiter le mal physiquement, ça veut dire faire cesser déjà ce qui cause le préjudice, de prime abord, prima facie. Ensuite, d'essayer de réparer ce qui peut l'être. Ça veut dire que la vie, en tant que telle, il va de soi, comporte une décision obligatoire à l'État du Sénégal, à l'encontre de l'État du Sénégal, par rapport à la nécessité, on dit de remédier à une violation du droit international. Donc ça veut dire que vous l'avez détenu arbitrairement. Si je m'adresse à vous pour vous dire remédier à cette violation du droit international, il va de soi que ça sous-entend
premièrement, de mettre un terme à cette détention que j'ai jugée arbitraire et ensuite indemnisée adéquatement et, comme il le précise, selon les principes du droit international. C'est les critères de la réparation. On y reviendra. Je vous ai parlé tout à l'heure, effectivement, des incidences de l'arrêt, des avis du groupe de travail. Déjà, je commencerai par réfuter quelques idées reçues. Vous savez, comme on dit, les idées reçues, la vie dure. C'est très difficile de s'en débarrasser. Et d'ailleurs, même pour des juristes, beaucoup, spontanément, et d'ailleurs, on l'a vu dans cette affaire, parce qu'au tout début, y compris les plus hautes autorités, peut-être certains, c'est normal, parce que c'est pas le quotidien de tout le monde, de recevoir un avis du groupe de travail des Nations Unies. Peut-être certains, c'était la première fois de leur vie qu'ils entendaient parler d'un avis. Certains, c'était la première fois qu'ils l'avaient entre les mains. Certains, c'était peut-être la première fois qu'ils essayaient de déchiffrer la nomenclature, parce que, donc, même la manière de rédiger l'avis du groupe de travail, c'est normé au niveau des Nations Unies. On dit que quand on rappelle la source, si l'État a répondu, il faut le remercier, ainsi de suite. Donc je vous ai dit que c'est une procédure mi-diplomatique, mi-juridictionnelle. Mais n'empêche pas que, quand même, comme c'est des questions de droits de l'homme, on doit être ferme et intransigeant avec des principes. Donc, s'ils ne répondent pas dans les délais, il n'est pas question de les prendre en considération. Rien de plus normal, vous me direz. Donc, maintenant que l'avis est rendu, on peut se poser la question de savoir quelle est son intensité juridique, c'est-à-dire quelle est l'autorité, cet avis, quel est son poids par rapport au texte interne. Je vous ai parlé de l'idée reçue selon laquelle les avis restent des avis, mais vous savez, quand vous venez à la faculté de droit, la première chose que l'étudiant découvre, c'est que le droit n'est pas le bon sens, même si la plupart du temps, il y a une coïncidence. Ce n'est pas parce qu'ils s'appellent avis qu'ils ne sont pas obligatoires. L'appellation avis, comme je vous ai dit, répond à cette logique mi-diplomatique. Donc, parce que les États ont voulu qu'on l'appelle avis. Parce que si demain vous prenez une décision étatique et que le groupe de travail prend une décision, ça dévoile tout de suite la mauvaise foi peut-être quelque part. Pour ménager la susceptibilité des uns, le prix à payer, c'était de l'appeler avis. Et on l'a appelé avis. Même si aujourd'hui, il y en a certains juristes internationaux qui en ont tellement marre de la polémique à chaque fois qu'ils veulent effectivement qu'on enlève l'avis, qu'on les appelle décision, point voilà. Mais la source de l'autorité de cet avis, le fait que cet avis puisse s'imposer à l'État du Sénégal, quand je parle de l'État du Sénégal, c'est en sa portion centrale, ça veut dire le président de la République, qui est le gardien de la Constitution, qui a prêté serment de respecter et de faire respecter les lois et la Constitution, et que la Constitution sénégalaise reconnaît la primauté du droit international sur le droit interne, et il est de l'obligation première d'ailleurs du président de le faire respecter. Donc cet avis s'impose parce que c'est le droit onusien, mais il s'impose parce qu'on est dans un domaine qui relève des normes impératives du droit international. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour internationale de justice de la Haye qui l'a rappelé à plusieurs reprises, donc à travers ses arrêts. Donc l'avis s'impose, je vous l'ai dit, à l'État dans sa portion centrale, mais s'impose aussi à l'État à travers ses organes. À travers ces organes délibérants, que ce soit l'Assemblée nationale, à travers ces organes judiciaires, y compris la Cour suprême. L'avis du groupe de travail s'imposait à la Cour suprême du Sénégal. La Cour suprême, sur les sources de l'égalité,
il y a effectivement le droit aux missions et qui a une primauté sur les statuts de la CREI et sur tout autre. Non, rien de plus logique, me direz-vous. Parce que si chaque État pouvait réviser et réinterpréter les règles à sa guise, mais il n'y aurait pas de droit international. Il faut qu'il y ait un bloc qui fasse autorité. Donc, les avis du groupe de travail, c'est des véritables décisions qui s'imposent au Sénégal ou tout autre État, mais également à travers ses organes, y compris pénitentiaires, l'exécutif. Tout cela pour vous dire effectivement que vous l'aurez compris, c'est des vraies décisions. Et quand je dis c'est des vraies décisions, quand je vous ai parlé de prime abord de la thématique de la conférence, je vous ai un peu présenté rapidement l'Organisation des Nations Unies que mon confrère Samba Thiam a ébauché en vous disant qu'il y a des organes. Les organes principaux, c'est l'Assemblée générale, c'est le Conseil de sécurité. Mais le Conseil de sécurité a une compétence spécifique. Il ne s'occupe que du règlement des conflits, des différents. Tout ce qui est menace à la paix et sécurité internationale, Conseil de sécurité des Nations Unies. Coup d'État, donc au Burkina Faso, c'est le Conseil de sécurité. Par contre, tout ce qui est aspect, progrès économique et social des peuples membres des Nations Unies. Et quand on parle du progrès économique et social, la justice, comme l'a dit mon confrère Samba Thiam, est au cœur. Tout ce qui est thématique des droits de l'homme, c'est l'Assemblée générale. Mais comme l'Assemblée générale des Nations Unies ne siège pas tous les jours, ils ont créé un Conseil des droits de l'homme à Genève. Ce Conseil des droits de l'homme est obligé de rationaliser sa mission pour être efficace. Comme disait Max Weber, l'avènement de l'État, c'est la rationalisation et la spécialisation des tâches. Donc,